Tac. Très bien, très bien. Donc, désolé pour le son, ça devrait s'améliorer pour le vendredi prochain, normalement. Et où est-ce qu'on en est depuis qu'on a fait cette pause intersidérale? On était aux perceptions directes yogiques, je crois. Déjà? Ben, je sais pas. Soit je me suis trompée, je sais pas. Je Donc, sais pas, regarde. ouais, donc on a fait les perceptions directes, elles ont été faites au début. Ensuite, on a parlé des conditions valides inférentielles et puis des conditions subséquentes. Donc, en fait, toutes les conditions qui peuvent réaliser leurs objets, ouais. Hmm. Et ensuite, il y a les conditions qui ne sont pas valides. Et parmi les conditions qui ne sont pas valides, il y en a qui ne réalisent même pas leurs objets. Hmm. Ouais. Et la plupart, d'ailleurs, hein, des conditions non valides. Donc, on pourrait dire, OK, que la définition de l'esprit, c'est quoi? C'est clair et cognitif. Les cognitif, ouais. Donc, ça, c'est, on pourrait dire l'esprit ou la cognition au sens le plus large. C'est le truc le plus large qui puisse exister, ouais, dans le domaine de l'événement cognitif. Et la cognition, elle est divisée en deux. Vous avez différentes façons de diviser les cognitions, soit en celles qui sont sensorielles, celles qui sont mentales, celles qui sont directes et celles qui sont conceptuelles, celles qui sont, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Celles qui réalisent leurs objets, celles qui ne réalisent pas leurs objets, les conditions qui sont valides et les conditions qui ne sont pas valides, etc., etc. Ouais. Et on peut dire aussi les consciences principales et les facteurs mentaux. Hmm. Ouais. Ok, waouh, super. Maintenant qu'on a dit ça, ok, une perception directe, c'est quoi la définition? Une perception qui réalise nouvellement son objet par son propre pouvoir et qui est non erronée. Ok, donc ça veut dire que si c'est une perception directe, c'est nécessairement une cognition valide. Une perception directe, c'est nécessairement une cognition. Une perception, une perception directe, elle est non conceptuelle et non erronée. Ah, ok. Donc elle ne réalise pas nécessairement par son propre pouvoir. Non, non. Ok, très bien, très bien. Donc en effet, une perception directe n'est pas nécessairement valide. Quand on l'étudie ici, comme on a dit la semaine dernière, à Tibet House avec Venerable Gandalf, quand il parle d'une perception directe, il parle d'une perception directe valide dans son contexte à lui, ouais. Mais dans le contexte de Yongzin Paul Wauchoc et à Serra en général, on pourrait dire, la perception directe n'est pas nécessairement valide. Perception directe veut dire égale, cognition, libre de conceptualisation et non erronée. Ouais. Ok. Euh, si on parlait d'une simplement une cognition libre de conceptualisation, pour Venerable Gandalf, ce serait une perception directe. Ouais, une cognition libre de conceptualisation. Et si on parlait d'une cognition libre de conceptualisation et non erronée, à ce moment-là, ce serait une perception directe valide. Mais ici, dans notre contexte de Yang Paul Wauchoc, si on parle d'une cognition libre de conceptualisation, on parle juste simplement d'une conscience non conceptuelle. Hmm. Ouais. Et si on dit une condition libre de conceptualisation et non erronée, à ce moment-là, on parle de perception directe. Ouais, ça joue? Ouais. Je pourrais pas le répéter, mais j'ai compris ce que tu as dit. Donc ça, c'est pas très grave, c'est pour, parce que Sabine, elle étudie aussi avec René Gendambul. Ouais. Vali, je suis pas sûr, donc pour toi, c'est pas si compliqué. Ouais, il suffit juste de garder le contexte dans lequel on est. Perception directe égale. Bah, libre de conceptualisation et non erronée. Ah non, perception directe, libre de conceptualisation et non erronée pour Tibet House. C'est ça? Non. Non? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, pour nous, dans notre contexte, une perception directe, c'est quoi? C'est une Elle est cognition, un événement cognitif, non conceptuelle non conceptuel et et non non. erronée. Voilà, Ouais. exactement. Très bien, très bien, très bien. Et donc, cette perception directe, Gen-là, lui, il appellerait perception directe valide. Ah Voilà, oui, oui, juste d'accord, ça. oui, j'ai compris. Ok. Excuse-moi, je suis fatiguée, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, très bien, très bien. Donc, perception directe, vous savez combien de perceptions directes on a? Eh ben, on a les sensoriels, on a les mentales clairvoyances, l'autocognition et les yogiques. Ça fait quatre, ça, non? C'est pas ça?
Oui, exactement. Oui, sensorielle, autocognitive, mentale et yogique. Oui, Ouais, ça joue. Donc, oui. je ne vais pas oser vous demander la définition d'une perception directe sensorielle, mais vous savez qu'une perception directe sensorielle, elle naît indépendamment d'une faculté Mm. physique. Ouais, très bien. Alors qu'une perception directe mentale, elle naît en fonction d'une faculté mentale. Ouais, cette faculté mentale, on pourrait dire que c'est n'importe laquelle des six consciences. Ouais, n'importe laquelle Tu des peux six. répéter ce que tu viens de dire là? J'ai Ouais, pas. je vais le refaire sans trembler les genoux. Une conscience, une perception mentale directe. Ouais, une perception directe mentale, on pourrait dire c'est mieux, perception directe mentale. Elle ne naît pas en dépendance d'une faculté physique, ouais, en dépendance de ce qui est de la forme. Ouais, elle naît en dépendance de sa condition dominante non commune, qui est une faculté mentale, et donc c'est n'importe laquelle des six consciences. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi n'importe laquelle des six consciences? C'est ça qui m'a gênée, en fait. Mm. Puisque les six consciences, il y a une conscience sensorielle dedans. Les consciences sensorielles, donc, puisque c'est mental, comment les consciences sensorielles peuvent être englobées dedans? Ouais. Parce que quand on dit que, vous savez qu'il y a trois conditions à chaque fois qui génèrent une Oui. perception directe. Vous avez la condition objectale, ouais. Vous avez la condition dominante et vous avez la condition antécédente. Ah, c'est les consciences. Tu peux avoir une conscience visuelle et après une conscience mentale qui est Ah, d'accord. Donc, ta condition antécédente était une condition sensorielle, c'est ça? Pas, alors l'antécédente, d'une certaine manière, on pourrait dire oui, pourquoi pas, mais euh, on pourrait dire oui, pourquoi pas, même si la condition antécédente, normalement, dans Pointing the Way to Reasoning, elle est décrite comme étant la cause substantielle de la conscience qui perçoit quelque chose. Voilà, la cause substantielle. Donc on pourrait dire que là, est-ce que notre continuum de conscience mentale est tranché quand on perçoit visuellement? Est-ce que le continuum? Vous avez une perception visuelle. Oui. Est-ce que votre continuum mental est tranché? Non, la conscience mentale continue, non? Qu'est-ce Même, que... Oui. même, Ah, trancher, tu veux dire arrêter? oui, exactement. Ah, d'accord, d'accord. Mm. Oui, la conscience Non, mais mentale, c'est un flux. Donc, ça peut pas s'arrêter. elle continue, exactement, même pendant qu'on voit quelque chose, ouais. Donc, on Mm. pourrait dire que la condition antécédente d'une perception directe mentale, ce serait quand même un moment immédiatement antérieur de conscience mentale, non? Ah, Oui, ouais, oui. Tu peux répéter, j'ai pas entendu ce que tu as dit là. ouais. On pourrait dire que la, euh, la condition antécédente, en général, c'est considéré comme étant la cause substantielle. Ouais. D'accord, ok, oui, oui. Cause substantielle est la perception directe qui perçoit son objet. Et donc, dans ce cas-là, si c'est la cause substantielle, il faut qu'elle soit de même nature. Ouais. Par exemple, si vous avez un pied de tomate, la cause substantielle, c'est pas l'eau ou le soleil, etc., c'est la graine. Ouais, c'est le Mm. donc, c'est l'entité de la graine qui va donner l'entité de la pousse. Et pour la perception directe mentale, on pourrait dire que si on parle de la condition antécédente, c'est la cause substantielle, il faut qu'elle soit aussi Mm. de nature mentale, non? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est quand même une conscience. C'est- On pourrait dire aussi, enfin, il me semble que au départ, c'est quand même une conscience. Après, Exactement. alors, on peut discuter là-dessus aussi. Enfin, bon, je ne vais pas discuter, mais Ah, si, si, il faut, hein, parce que c'est tout à fait ça, en fait, hein, c'est qu'il faut que ce soit de nature mentale, ça veut dire de la nature de la conscience. Il faut pas nécessairement que ce soit de la nature d'une conscience mentale. Ouais, ok. Donc, en fait, je complexifie les choses pour rien. Est-ce que vous trouvez la solution? Ok. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, en effet, ce qui fait la différence entre une conscience sensorielle et une conscience mentale, on pourrait dire, c'est pas la condition antécédente, puisque la condition antécédente, il faut que ce soit de la conscience, de toute façon. Ouais. Ok. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas non plus l'objet, c'est la condition dominante. Ouais. Cette condition dominante, elle doit, pour une perception directe mentale, être de la conscience aussi. Alors que pour une conscience sensorielle, c'est quoi? c'est physique. C'est physique, c'est de la forme, c'est de la matière, ouais. Ouais, ça joue. Ok, super, magnifique. Donc, ok, donc on a parlé de ça. Ensuite, il y a l'autocognition. L'autocognition, elle est un peu spécifique. Ouais, c'est pour expliquer le souvenir. Ouais. Mais
Si vous étudiez par exemple le 9e chapitre du Bodhisattva Shantideva, il dira que pour les Prasangika, il n'y a pas besoin de l'autopunition. Il va parler de l'exemple de l'ours et du rat. Il va il va sortir l'histoire de l'ours et du rat. Très bien, donc ça, on va mettre ça de côté. Et la quatrième, c'est la perception directe yogique. Ouais. Ok, la perception directe yogique, on va dire que c'est aussi une conscience mentale, ouais, qui perçoit de toute façon son objet. Ok, et donc on pourrait dire que, alors certains textes, comme je crois Geshe Jean-Paul Sampel dit que même l'autocognition, elle est mentale. Ouais, donc ça peut poser question, mais c'est ce qu'ils disent. Ok, donc ça, ce sont les perceptions directes. Maintenant, est-ce que une conscience qui voit un mirage, est-ce que c'est une perception directe? Non, parce qu'elle est fausse. Ah, elle est fausse, donc elle ne peut pas être non erronée. Donc c'est pas une Mais perception. cette histoire de mirage, moi, parce qu'en fait, du fait que je fais des études de géographie et tout ça, quand je vois un mirage, ça ne peut pas être de l'eau parce que je vois tout de suite que c'est un mirage. Donc, cette histoire de mirage, à chaque fois, je bute parce que je vois très bien la différence entre de l'eau et un mirage. Oui, Donc, oui, chaque fois, il faut que je me... Ah non, et c'est pas comme ça qu'il faut voir, il faut voir comme si c'était l'eau. Alors, chaque fois, je oui, bute. tout à fait, c'est Parce que exact. pour moi, ça ne peut pas être un mirage et l'eau, c'est deux choses complètement différentes. Et je vois que c'est un mirage et pas de l'eau. Parce que Oui, je suis conditionnée à voir la différence. oui, 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 tu vois ce que quand on voit la même chose, quand il fait très chaud et que sur la route, on voit Exactement. une Et je flaque sais d'eau. très bien que c'est... Ouais, personne n'y croit que c'est une flaque d'eau. Voilà, non, mais c'est même que ça se voit parce que c'est pas pareil, quoi. Tout à fait. C'est pas inséré dans un bassin, etc. Enfin, bref. Oui, Donc, exactement. c'est marrant, c'est marrant. Non, mais chaque fois, je me dis, ah, le mirage, non, il faut répondre ça. C'est pas ce que je vois moi, mais il faut répondre autre chose, quoi. Oui, exactement. Oui, si on voit un semblant de flaque d'eau sur une route alors qu'il fait très chaud, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur un parking. J'ai vu comme une flaque d'eau, etc. Et en effet, personne n'y croit. Voilà, parce qu'on a tellement l'habitude avec les conditions climatiques, etc., il fait de plus en plus chaud. On voit de plus en plus de fausses flaques partout, donc on n'y croit plus, en effet, exactement. Donc on devrait prendre un autre exemple, ouais. Mais on peut C'est pas même dire grave. que, Non, non, c'est là que je vois que je... Voilà, ok. Mhm. Par exemple, quand j'étais à Nalanda, je faisais toujours attention que j'allais me balader parce que dès qu'il faisait un peu humide, il y avait plein de vers de terre sur la route. Et donc, il fallait que des fois, j'étais un peu psychopathe et donc je les prenais un à un pour les mettre sur le côté. Des fois, je me disais, bon, bah, voilà, j'ai pas le temps. Mais je faisais quand même attention de ne pas marcher dessus. Et parfois, je voyais des brindilles et j'étais persuadé que c'était des vers de terre. Ouais. Donc, c'était pas conceptuel, c'était direct. Oui, Ouais, mais on ne peut oui, pas oui. l'appeler une perception directe. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'appeler une perception directe? Parce que, en effet, c'est pas non erroné, c'est erroné. Ouais, Oui, oui, oui. magnifique. OK. Donc, les perceptions directes, est-ce qu'elles sont nécessairement valides? Non. Ben non. Non, pourquoi? Parce que tu peux avoir une subséquente d'une visuelle, donc elle n'est pas valide, celle-là. Exactement. Elle n'est pas nouvelle. Oui, exactement. Et en effet, elles peuvent être inattentives aussi, hein. Ouais, Mm. aussi. Ok, très bien. Donc, justement, là, on est dans les inattentives. Ouais. Ok, donc ça fait partie des cognitions qui ne sont pas valides et ça fait aussi partie parmi les cognitions qui ne sont pas valides, celles qui ne réalisent pas leurs objets. Ah, parce qu'il y a des cognitions qui ne sont pas valides, mais qui réalisent leurs objets. Là, d'accord. Oui. Ouais, par exemple. Une cognition directe, indirecte qui n'est pas, bah, une inférentielle qui peut réaliser son objet, mais qui n'est pas directe. C'est pas ce que tu as posé comme question. On a Je- ah oui, une cognition, une cognition qui n'est pas valide et pourtant qui réalise son objet. Qui n'est pas valide, bah, comment on appelle ça? Une supposition correcte, je sais pas. Voilà, c'est ça. Une Ils supposition sont convaincus correcte. qu'elle Voilà. réalise son objet. Quand vous demandez à Non, quelle elle heure il réalise pas, est, non. et Non, que ça marche votre, pas. et que votre montre est arrêtée à 4 heures, si vous demandez quelle heure est-il, et vous regardez votre montre à 4 heures, mais votre montre est cassée à 4 heures. Elle s'est arrêtée à 4 heures. Donc, est-ce qu'on a une condition valide? Est-ce qu'on réalise son objet? Ben non. C'est pas une condition valide. Vous avez dit, c'est pas une condition valide. Très bien. Mais est-ce que cette supposition correcte réalise son objet?
Non, parce qu'en fait, c'est un coup de chance, en fait. Voilà, exactement. C'est un coup de bol. Si on la regarde à nouveau, cette montre, 1 heure après, il va être toujours 4 heures. Ouais, donc on va se dire, oh là, ça va pas. Ok, donc la supposition correcte, c'est pas une condition non valide qui réalise son objet. Vous êtes d'accord? Mais on a l'impression. Oui, on a l'impression, exactement. C'est vraiment le piège quand même dans le quotidien. Ouais, c'est pour ça, c'est marrant ça. Enfin, je trouve ça marrant. Parce que notre conscience est en accord avec la réalité. C'est pour ça qu'on a l'impression. Ouais, quand on regarde sa montre à 4 heures et qu'elle est classée à 4 heures, on est juste. Mhm. Mais c'est un coup de bol. Ouais, Ouais. on ne réalise Mhm. pas son objet parce que c'est faillible. C'est faillible. Mhm. Si on regarde ça à nouveau sa montre 5 minutes après ou 1 heure après, on va se dire, bah tiens, finalement, peut-être qu'il n'était pas 4 heures. Alors qu'en fait, Mhm. il était bien 4 heures. Ouais, donc on était en accord avec la réalité. Sauf qu'on ne la réalisait pas. Si on est sûr que notre montre n'est pas arrêtée et qu'on a regardé sa montre à 4 heures, on n'a pas besoin de la regarder 5 minutes après. Mhm. Ouais. Ok. Très bien. Donc, c'est quoi la condition non valide qui réalise pourtant son objet? Alors, elle réalise son objet et elle est. Attends. Non valide. Elle n'est pas Ah, je valide. sais pas, ça existe. Pour moi, ça n'existe pas. Elle est infaillible, mais elle n'est pas nouvelle. Bah, c'est la Ah, oui, conséquence, subséquente. Ouais. Ok. non? Exactement, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est une Oui, condition. oui. Et c'est quoi la définition d'une condition subséquente? C'est le deuxième moment d'une cognition qui peut être ici directe, mais qui pourrait être aussi mentale. Donc, si on pense à quelque chose, le deuxième moment est aussi une subséquente, non? Ouais, Mm. ok. Par exemple, est-ce que le deuxième moment d'une condition fausse est une condition subséquente? Non, non, mais il faut qu'elle soit une référentielle qui soit juste par le pouvoir, par les trois modes en fait, qui soient avérés en fait. Comment dire? Ok. Ok, donc ça veut dire qu'une condition subséquente est nécessairement conceptuelle. Non, j'ai dit que ça pouvait être aussi Ah. sensoriel. J'ai dit qu'il y avait deux types de subséquences. Une sensorielle, mais il existait, parce qu'avant je croyais que c'était sensoriel, mais il existe aussi des mentales. Voilà ce que j'ai dit. Oui, exactement. La définition d'une condition subséquente, c'est une condition qui réalise ce qui a Qui déjà était été déjà réalisé. réalisé. Exactement, très bien. Donc, J'ai une question. On avait dit il y a très longtemps que quand on voyait, par exemple, une fleur, donc une cognition donc, sensorielle directe, oui, c'était suivi ensuite d'un train mental, d'une oui. cognition mentale. Ça, on le met où? Alors ça, c'est une perception directe mentale. Donc après, ça devient conceptuel, c'est ça? Oui, exactement. Alors, ils vont l'expliquer comme ça, mais on peut très bien penser à un croissant aux amandes avant de l'avoir dans la bouche. Ouais, quand vous allez en vacances, vous demandez tout de suite, forcément, où se trouve la boulangerie? Oui, mais si tu, par exemple, tu vois ton croissant aux amandes, euh, tu as vu les caractéristiques, mais ensuite l'identifier au niveau concept, c'est bien mental, ça. Enfin, Oui, tu mets un nom sur les choses, en fait, quand tu les vois et tu mets un nom sur les choses. Donc ouais. ça, c'est mental. Oui, si on désigne, c'est nécessairement mental. Il n'y a que la conscience mentale qui peut désigner, en effet. Mais on peut. Alors, eux, ils disent oui, qu'en général, on a une perception directe, ensuite, on a une perception directe sensorielle, puis une perception directe mentale et une conscience conceptuelle. Mais on pourrait très bien avoir la conscience conceptuelle avant. On cherche la boulangerie, on veut un croissant, et donc, on regarde sur Google ou ailleurs, et hop, tout de suite, ça y est, on trouve la boulangerie. Et on a le croissant. On le voit, on le touche, on le sent, on le goûte, etc. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a eu la conscience conceptuelle du croissant avant d'avoir la perception directe du croissant. Ouais. Et on peut se faire tout un tas de pensées en envisageant le croissant au moment où on le mange. On pense, tiens, qui est-ce qu'il a fabriqué? Tiens, il doit être bio. Tiens, il a super été bien fait, il est fait maison, etc., etc. Donc, on peut avoir tout un tas, un train de pensées, de conception au regard du croissant au moment où on le mange. Et on peut y penser après. On peut avoir un souvenir. Oh là là, il était super. J'aimerais bien que quelqu'un de la famille devienne boulanger pour que j'ai des croissants tous les jours, etc. Et donc, on se fait des films. Ouais, donc, on peut penser avant de voir le croissant. On peut y penser pendant qu'on le voit. Et on peut y penser après l'avoir vu, non?
Oui, mais là, je te vois. Donc, ma conscience visuelle voit une forme, j'identifie des caractéristiques, mais je donne un nom à cette forme, etc. Donc, ça, c'est bien une partie mentale. Oui, exactement, tout à fait. Ah oui, oui, donner une désignation, etc. Jim pas mal réveillé, la tronche en biais, etc. C'est en effet, on désigne, c'est en accord avec la réalité. Mais en effet, c'est que la conscience mentale qui est conceptuelle, qui peut être conceptuelle, ouais. Mais quand on parle du moment de perception directe mentale qui suit un moment de conscience sensorielle, c'est trop bref pour pouvoir être certifié, ouais. C'est trop bref, ouais. Il y en a qu'un normalement, c'est ce que j'ai trouvé, tiens d'ailleurs, hier dans un texte de Akhenaten Jin, A Compendium of Ways of Knowing. J'avais lu il y a longtemps et que j'ai relu justement pour essayer de préparer la classe d'aujourd'hui. Il parle de ce moment infinitésimal de perception directe mentale. Et il dit que c'est infinitésimal. Il n'y en a qu'un, même dans le continuum d'un Arya. On s'était posé la question avec Dominique il y a longtemps. Est-ce qu'un Arya, on a plusieurs des moments de perception directe mentale? Et en fait, il semble que d'après Akya Yongzin et le commentateur, c'est Geshe Ngawang Dargye, un très grand érudit. Et donc, qui parle d'un seul moment infinitésimal de perception directe mentale. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est inattentif pour nous? Oui, mais alors, quand je te vois et que je t'identifie, c'est d'abord, j'ai une conscience sensorielle Oui, et c'est suivi par une autre conscience mentale. c'est très bref, trop bref. Non, non, mais après, puisque j'identifie, je donne un nom aux choses. Là, je Ah donne un oui, nom. ah oui, on peut. Donc, Alors, en fait, les consciences, elles se succèdent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou elles, Oui, c'est ça. elles peuvent oui. coexister. On a des moments de conscience qui coexistent. Par exemple, vous voyez la forme sur l'écran et vous entendez le son qui sort de la sortie de votre écran, même si le son n'est pas très bon. Vous entendez le son aussi, vous entendez le son pendant que vous voyez, vous avez en même temps plusieurs continuums de conscience. Mais il n'y a qu'un seul continuum de conscience dans le sens où on dira que la personne qui est désignée en dépendance du continuum de conscience, c'est le continuum de conscience mentale, on pourrait dire. Ouais, parce qu'il y a des moments où les consciences sensorielles sont inopérantes, dans le sommeil profond, au moment de la mort, etc., etc., dans un certain type d'absorption méditative, les consciences sensorielles sont inopérantes. Mais le continuum de conscience mentale, normalement, n'est pas tranché, sauf pour certains grands maîtres qui parleront de l'absorption de cessation. Ouais. Gognyom en tibétain, l'absorption de cessation. Certains diront que même le continuum de la conscience mentale est tranché. Il est? Je n'ai pas entendu le dernier mot. Il est? Même, il est tranché, il est Tranché. Ok, tranché. Ok. ouais, certains diront ça, mais Ok. tout le monde ne sera pas d'accord par rapport à ça. Mais en effet, c'est pourquoi certains parleront de l'alaya vijnana qui doit faire un petit peu la remplaçante, ouais, pendant qu'il n'y a pas de conscience mentale au cours de ces absorptions de cessation, etc., etc. Ouais. Ok, mais en général, en effet, on peut avoir plusieurs consciences en même temps. J'imagine ça comme un gros câble dans lequel il y a plusieurs Mhm. câbles dedans et puis Mhm. en fonction de bon voilà voilà il y a les sous-câbles qui fonctionnent mais en fait il y a un gros câble dans lequel il y a plusieurs Mais tout à fait, sous-câbles voilà c'est ça comme une hein, fibre optique. Ouais, ouais, j'aime ouais, bien. ouais, comme les fibres exactement j'imagine ça comme les fibres optiques ouais. Une Moi bonne aussi. idée. Mm. Ouais, j'aime bien cette image-là parce que au sein de ce câble, il y a certaines fibres qui peuvent être interrompues et puis Ouais, ensuite renouvelées au bout d'un certain temps. Mais le câble lui-même, il continue. voilà c'est ça. Il est jamais coupé. Hmm, Là, c'est un peu comme ça. Image, ouais. Donc, en effet, on a une conscience mentale pendant qu'on a une conscience visuelle, pendant qu'on a une conscience auditive, etc., etc. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. hmm, Ouais, quand le Bouddha dit que chaque être conscient n'a qu'un seul continuum de conscience, il dit un seul continuum de conscience qui est un seul type d'isolat. Un même type d'isolat, ça veut dire qu'on a un seul continuum de conscience mentale à chaque fois. Un seul hmm. continuum de conscience visuelle à chaque fois.
Mais il n'empêche qu'on peut avoir un continuum de conscience mentale pendant qu'on a un continuum de conscience visuelle. Les deux sont des types d'isolats différents. Je comprends pas comment on peut en avoir un seul et si on peut en avoir en même temps. Ouais, ça veut dire que euh, chaque individu, si on parle de la fibre optique, il n'a qu'une seule fibre optique, il n'a qu'un seul câble de fibre optique. Mais chaque individu qui a ce câble de fibre optique peut avoir, en effet, au sein de cette fibre optique, il y a plusieurs fibres et certaines sont interrompues, certaines coexistent en même temps que les autres, etc., etc. Non, ah oui, mais ça je comprends. Mais donc cette idée, c'est qu'on a un seul continuum. Ce continuum est obligatoirement mental. Et à, à l'intérieur de ce continuum, on a différentes consciences. Donc les 6 consciences en fait. Oui, C'est ça? et même d'autres encore. Ah bon? Ouais, on peut dire que, par exemple, on a le continuum de l'ignorance qui est là. Et l'ignorance, c'est un facteur mental, c'est pas une conscience principale. Ouais, et donc l'ignorance, elle se trouve dans la conscience mentale, ouais. Et donc, on a plusieurs types de conscience en même temps. C'est ce qu'avait dit Venerable Vishay Gansen dans au cours du Peba Nalanda. Et on peut avoir plusieurs consciences en même temps. On peut avoir l'ignorance en même temps, on peut avoir la compassion en même temps, etc., etc., dans le même continuum, etc. Ouais. Donc si je résume encore, si je, on a ce continuum mental. Dans ce Oui, continuum mental, on a des consciences générales avec des consciences sensorielles mentales, plus les facteurs mentaux, dont l'ignorance. oui, il y a C'est tout ça. ça? Il y a tout ça, ouais. Ok. Il y a tout ça. C'est pourquoi on peut, l'exemple de la fibre optique est très, très utile pour ça, ouais. Ouais. Et en effet, alors on dit que le continuum mental surtout, pourquoi? Parce qu'on s'identifie surtout à la conscience mentale, ouais. Parce que, par exemple, ce corps grossier va disparaître à la mort, etc. Mais on pourrait dire le continuum des agrégats, ça jouerait aussi. Ouais, parce qu'il n'y a jamais de conscience sans, qui serait dénuée d'un corps plus ou moins grossier, plus ou moins subtil. Même dans le bardo, il y a un corps d'une certaine manière. Sauf dans le sans-forme. Dans le sans-forme, il y a déjà, pour remettre dans le sans-forme, il n'y a pas de bardo, il n'y a pas d'état intermédiaire. Mais dans le sans-forme, la plupart des écoles vont dire il n'y a pas de forme. Mais dans les tantras, on dira il n'y a pas de forme grossière. Parce que dans les tantras, il doit y avoir le souffle extrêmement subtil qui accompagne la conscience extrêmement subtile. Et ce souffle extrêmement subtil sera considéré comme de la forme. Donc, c'est pourquoi l'immense majorité des écoles, 99% des écoles vont dire que c'est surtout en dépendance de la conscience et la conscience mentale qu'on peut identifier la personne. Pourquoi? Parce que les consciences sensorielles sont inopérantes déjà dans le sommeil profond. Et donc, ça arrive tous les jours. Donc, c'est interrompu à chaque nuit, on pourrait dire. Et le corps, lui, il n'est pas tout le temps là. Pourquoi? Même les corps subtils qu'on a dans le bras d'eau, etc. Parce qu'on n'a pas tout le temps un corps. Ouais, dans le sans-forme, il n'y a pas de corps. Et il n'y a pas de bardeau qui produit ce sans-forme non plus. Donc, il n'y a pas de corps subtil à ce moment-là. C'est pourquoi la plupart vont dire c'est en dépendance de la conscience. Et parmi les consciences, c'est la conscience mentale. Ça joue? Et donc, du coup, on pourrait dire dans cette fibre optique, donc il y a des moments, donc il y a des flux qui passent, il y a des informations qui passent, et puis Oui. un moment, il y a les câbles, même s'il est là, il n'y a pas d'informations qui passent, comme par exemple pendant le sommeil profond qu'on n'entend pas. Donc dans ce cas-là, les câbles existent, mais il n'y a pas d'informations. Mais Oui. il y a peut-être des câbles qui peuvent être rompus, comme l'ignorance. Ça peut être Oui, coupé. Et exactement. donc, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a le bon, arrêt de flux, et puis il y a que ce soit coupé. C'est Oui. ça? Oui, l'arrêt de flux, d'une certaine manière, oui, parce qu'on pourrait dire que même dans le sommeil profond, les consciences sensorielles sont latentes. Oui, l'attente, oui, c'est Elles ça, sont l'attente. Il n'y a pas de flux. dormantes Voilà. ou latentes, donc il n'y a pas de flux. Et certains vont dire qu'elles sont sous forme de graines, de potentialité. Hum, hum, Ouais, hum. mais pour certains, en effet, ça n'empêche pas que le continuum de ces consciences sensorielles soit ininterrompu. C'est juste que dans certains cas, elles sont sous forme de graines, elles sont latentes, parce qu'en effet, il n'y a pas l'information qui passe. Voilà, c'est Et, ça. et d'autres pourraient dire, oui, mais une graine, elle n'est pas une conscience, c'est un composé non associé. Ouais. D'accord. Donc c'est pourquoi certains diront que même le continuum, on pourrait dire que le câble se transforme sous forme de substance chimique, d'une certaine manière. Ouais, le câble devient une substance chimique et la substance chimique va redonner un câble à un moment donné. C'est quand on dort, les consciences sensorielles sont OK. des graines. Les graines ne sont pas des consciences, mais elles vont produire de nouvelles consciences au réveil. Ah, OK. OK. On pourrait dire ça, pourquoi pas. Mhm. Ouais, ça joue.
Mhm. Ok, génial. Donc, en effet, quand on dit la conscience mentale et perception directe mentale, c'est pas la même chose, ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Quand on dit conscience mentale et perception directe mentale. Ah, perception directe, non, conscience Ouais. mentale, perception, ok. Parce que la conscience Mhm. mentale, elle continue tout le temps, etc., d'une certaine manière, sauf dans certaines absorptions, etc. La conscience mentale, on pourrait dire grossière. Et la perception directe mentale, c'est autre chose. Ouais. Il faut que cette conscience mentale soit non erronée et qu'elle soit libre de conceptualisation. Ouais. Mhm. Et là, on va parler d'une perception directe mentale. Ouais. Mais la conscience mentale peut être erronée et pas libre de conceptualisation quand elle est conceptuelle. Ouais. La conscience mentale peut être conceptuelle ou non conceptuelle. Ouais, ouais, ça joue. Mhm. Ok. Mais cette histoire de non-conceptualisation Oui. me pose un problème parce que au moment, comme dit Sabine, au moment où je donne un nom, c'est un concept. Donc Oui. en fait, il y a des images que je vois, des choses que je vois, et je peux, quand c'est direct, je les identifie pas. C'est le moment où je les identifie, Oui. c'est- 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 c'est ça là où ça bloque chez moi, c'est-à-dire quand c'est direct, en fait, ça m'apporte pas d'informations parce que ça m'apporte d'informations au moment où je les interprète. Oui. Oui, alors est-ce que on identifie, alors que veut dire identifier dans ce cas-là? Identifier veut Voilà, dire c'est ça, euh, oui. déterminer, certifier, comprendre, etc. C'est pas simplement identifier le haut du bas, le rouge du bleu, etc. Parce que sinon, si on dit par exemple, si vous identifiez la couleur de la tasse par rapport à la, la couleur du mur, visuellement, votre conscience visuelle, elle le fait automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est le facteur mental d'identification. Et lui, il est là tout le temps, c'est un facteur mental omniprésent. Ouais, donc on Oui. peut dire que n'importe quelle conscience a nécessairement le facteur mental d'identification, elle est capable de distinguer pour la conscience visuelle Mhm. la couleur noire de ce qui n'est pas noir, etc. Mais si on parle d'identifier dans le sens de certifier, déterminer son objet, comprendre son objet, dans ce cas-là, il y aura des débats. Par exemple, on avait dit une fois dernière, Sakya Pandita, qui dit qu'une perception directe est valide justement parce qu'elle ne certifie pas son objet, elle ne détermine pas son objet. La détermination ou l'identification se fait de manière nécessairement conceptuelle. Voilà, c'est Ouais. ça, oui. Les Mhm. Gelugpas ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils vont suivre surtout Chapa Chökyi Sangye, l'un des grands maîtres tibétains qui a instauré les débats au Tibet, ouais, les compendiums de débats, etc. Et pour Chapa Chökyi Sangye, en effet, on peut dire que une perception directe, soit elle est valide parce qu'elle réalise nouvellement, soit elle est subséquente, pardon, oui, soit elle est subséquente parce qu'elle réalise mais plus nouvellement, soit elle est inattentive parce qu'elle ne réalise même pas. Mhm. Et donc, Sakya Pandita dira, mais c'est la vocation d'une perception directe de ne pas réaliser de toute façon. Donc, toutes les perceptions directes sont des cognitions inattentives, alors. Oui, et c'est là que ça. Oui, ok, ok. Donc la question est réelle. Ok, ouais, ok. Est-ce Ouais, 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 ouais. Après, est-ce qu'une conscience directe peut réaliser son objet ou certifier ou déterminer son objet? Parce que c'est équivalent. Certifier, Mhm. déterminer, identifier, Mhm. comprendre, etc. C'est équivalent. Ouais. Et donc, c'est là où ça pose question, parce que certains maîtres, comme chez les Sakapa, ils vont dire, pour identifier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir la perception directe qui a une forme, qui contient une forme de contenu informatif, mais elle ne le comprend pas. Ouais. Elle est inerte d'une certaine manière ou elle est stupide d'une certaine manière. Et ensuite, vous avez la conscience conceptuelle qui arrive, qui prend Mhm. le contenu informatif et qui dit, ah, ça y est, ça c'est une Mhm. tasse. Mhm. C'est là où on a la Exact. réalisation de l'objet. Ouais. mais d'un autre côté, peut-être pas dans nos cultures, et peut-être parce qu'on est trop intellectuel, mais des fois, face à un danger, notamment les animaux ou d'autres peuples, je pense, ils voient, je sais pas, le vent qui s'élève, des oiseaux qui bougent, etc. Ils ont une perception directe et ils vont réaliser, je veux dire, comment dire, ils vont pas mettre un mot sur ce qui arrive, mais ils réalisent le danger. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est une Je ne sais forme pas si ça de... rentre dans le fait qu'on a, effectivement, il y a eu l'identification, le facteur mental est arrivé. Ce facteur mental n'est pas associé à se dire, tiens, il y a quelque chose qui va arriver, etc. Mais on réalise quand même sans passer par le concept. Oui, c'est pourquoi les Galopins iraient dans ce sens-là. On dirait Mhm. que, en effet, pour réaliser le fait de déterminer son objet ou de réaliser son objet n'est pas conceptuel.
mais Ok. pas conceptuelle. C'est pourquoi on peut avoir en effet des cognitions valides directes, et ces cognitions sont valides dans le sens où elles réalisent leurs objets sans dépendre d'une imputation conceptuelle. Il n'y a pas besoin de nommer quelque chose pour réaliser quelque chose. Par exemple, est-ce qu'un bébé réalise le visage souriant de sa mère? Oui, mais est-ce qu'il dit maman? Non, pas encore. Hmm. Mais Ouais. là, parler, mais intérieurement, il doit bien l'associer à quelque chose. Alors, est-ce qu'il l'associe en effet à quelqu'un qui lui apporte des bienfaits, des sourires, des caresses, de la nourriture, etc. Donc, quelqu'un qui est source de bienfaits, source Hein. de bien-être, mais sans nécessairement dire, bah, c'est la personne qui m'a donné naissance, par exemple. Pas nécessairement. Ouais. Et donc, il n'y a pas encore la désignation maman, etc. Mais le bébé réalise que c'est un visage humain, etc. Il fait la différence dans la plupart des cas, hein. Il fait la différence entre un visage humain et une tasse. Ouais, la tasse ne Hmm. lui sourit pas, etc. Sauf si c'est un bébé extrêmement poétique. Et les réflexes là-dedans, quand tu as un réflexe de, je sais pas, tu trébuches et puis tu essayes de te rattraper ou je sais pas quoi, tu mets ça où là-dedans? C'est avec l'habitude, ça veut dire que même Acharya Dharmakirti dit qu'on peut entraîner nos consciences sensorielles. Par exemple, dans le cas de voir le vent qui souffle et les oiseaux qui s'envolent au loin, etc., c'est le même principe. On a tellement l'habitude de voir un danger arriver quand les oiseaux partent au loin, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont peur, ils fuient quelque chose, et donc on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, sans nécessairement le conceptualiser. Donc c'est le même principe, ça veut dire que Hmm. on peut entraîner nos consciences sensorielles. Par exemple, au fil des âges et des générations, etc., dès qu'on voit un animal longiligne qui zigzague par terre, tout de suite, ça y est, hop, on a un moment de... hein. Et donc, on ne conceptualise pas, tiens, c'est un serpent, tiens, peut-être qu'il est venimeux, etc., etc. Ça peut simplement être une couleuvre, ouais, qui est totalement innocente et totalement non venimeuse. Et pourtant, on peut avoir un moment de recul parce que notre conscience visuelle est tellement entraînée à reconnaître un danger là où il y a un serpent longiligne qui marche sur son ventre, comme dit Arthur dans Kaamelott, que c'est tellement flippant qu'on n'a même pas besoin de conceptualiser, etc. C'est l'entraînement. Mais c'est comme la couleur rouge, quoi. La couleur rouge, pour nous, c'est un danger. Parce que ça, c'est complètement éduqué, quoi. La couleur rouge qui est un danger. Etc. Exactement. Et même, on pourrait dire que c'est dû à l'évolution, parce qu'on retrouve ça aussi dans le monde vivant, hein, dans la nature. Il y a Hmm. certains animaux qui portent cette couleur-là, justement pour dire il y a un danger, mais pas nécessairement cette couleur. Il y a des dendrobates, par exemple, qui sont bleu fluo, et pourtant qui sont tout aussi dangereuses. Et les guêpes ou les frelons, etc., c'est pas rouge du tout, et pourtant, il y a Hmm. un danger. Ouais. Hmm. Ok. Donc, c'est une forme d'habitude, et donc, mais c'est vrai que c'est ce type d'habitude avec l'évolution qui fait que certains prennent la couleur du danger sans être dangereux, mais pour se préserver leur vie. Hmm. Mm. Donc, après, est-ce Ok. que c'est vraiment la couleur du danger ou c'est juste, en fait, l'évolution qui a fait cela, en fait. Ce sont ceux qui ont pris cette couleur-là qui ont survécu, et donc forcément qui ont transmis le gène de cette couleur Hmm. à leur progéniture, et donc c'est ça qui a fait qu'il y a cette évolution. Ouais. Mhm. Donc c'est génétique. Donc tout ce qui est génétique, c'est lié à nos habitudes en fait. C'est toutes ces, Hmm. c'est Je c'est pas pense, ce ouais. karma, mais comment on pourrait dire, hein, tout ce qui est en nous, Mm. parce que Il y a la génétique aussi, oui. Parce qu'il y a pas que l'habitude purement mentale, etc. Bien sûr que comme on a des corps vivants, il faut que ces corps aussi travaillent avec l'évolution, en fait, hein. On doit accepter Hmm. l'évolution. Elle fonctionne. Ouais. C'est l'évolution qui fait que, bah, en effet, les espèces ont pu survivre, etc. Donc, c'est quand même l'évolution, indépendance. Il y a aussi, bien sûr, le karma du point de vue bouddhiste. Il n'y a jamais qu'une seule loi à chaque fois. Il y a toujours la loi. On avait vu, il y avait 5 lois causales mentionnées par le Bouddha. Ouais. Ouais, la loi, on pourrait dire physique, ou tout niyama, ouais, la loi physique ou chimique, etc. Il y a ensuite bija niyama, c'est la biologie. Ensuite, chitta niyama, c'est la psychologie. Karma niyama, c'est le karma. Et dharma niyama, c'est la dernière, c'est-à-dire qui explique toutes les autres.
Puis, par exemple, certains trucs surnaturels, par exemple des rayons lumineux qui sortent du corps du Bouddha, etc. Ça fait partie d'une loi causale, c'est Dharma Niyama, c'est pas l'une des quatre premières. Ouais. Donc, il y a 5 lois causales et le karma en fait partie. Tout n'est pas karmique. Ouais. Mais c'est un mélange. C'est un mélange, ouais. Il y a l'évolution qui fait que le corps humain peut exister, et après, il y a le karma qui fait qu'on peut avoir cette renaissance humaine et donc associer notre conscience à un corps humain. C'est pas notre karma qui a produit le corps humain. Donc la biologie, ce serait lié au gène, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, Ok. exactement. Très bien, très bien, très bien. Donc là, c'était pour parler des consciences qui ne sont pas valides, mais qui réalisent leurs objets. Donc, c'était les conditions subséquentes. Ouais, ok. Très bien, très bien. Et donc, parmi toutes donc là, ce sont les cognitions qui peuvent réaliser leurs objets, donc les perceptions directes, les cognitions inférentielles et les cognitions subséquentes. Et il y a des cognitions qui ne réalisent pas du tout leurs objets. Ouais, les cognitions fausses, les suppositions correctes, le doute et la cognition inattentive. Ouais. Et donc, on est dans la cognition inattentive. Juste pour faire un résumé de là où on est muté. Ouais, ça joue. C'est quoi une cognition inattentive? Eh ben, elle ne réalise pas son objet, mais elle est en accord avec la réalité, non? Oui, Mhm. euh, exactement. Elle est en accord avec la réalité. Ça veut dire qu'elle est factuelle, factuellement concordante. Ouais, ça veut dire que c'est un impermanent qui lui apparaît. Ouais, il y a l'apparence claire d'un impermanent, d'un phénomène spécifiquement caractérisé, ça veut dire un impermanent. Et donc, un impermanent existe nécessairement, vous êtes d'accord? Oui. Mhm. Très bien. Donc, c'est pourquoi c'est pour dire que ce n'est pas l'apparence claire d'un non-existant. Non, parce que l'apparence claire d'un non-existant, eh ben, ça va être le mirage ou le ver de terre en lieu et place d'une brindille, etc. Ça, c'est l'apparence claire d'un non-existant. Il n'y a pas de ver de terre, il y a là où il y a une brindille. Ouais. OK. Donc là, ce serait une cognition fausse, l'apparence claire d'un non-existant. Dans la plupart des cas, ils vont considérer que c'est une cognition fausse. Ouais. OK. Alors que là, c'est un impermanent. C'est l'apparence claire d'un impermanent. Donc, c'est l'apparence claire d'un existant. Donc, ça ne peut pas être factuellement discordant. C'est nécessairement factuellement concordant. Ouais, c'est factuellement concordant. Mais ça ne réalise pas son objet. Ça n'a pas la capacité d'engendrer une certitude au regard de son objet. Ouais, Mhm. ouais, ça joue, ça joue. Mhm. Ok, magnifique, magnifique. Et donc, on a dit en effet que les perceptions directes, parce que ici, quand on dit l'apparence claire d'un existant ou d'un impermanent, on parle l'apparence claire, ça veut dire une conscience non conceptuelle. Ouais, ouais. Quand il y a l'apparence claire, c'est ce que dit Achala Dharma Kilti, ouais. Il dit que dès l'instant où on a une cognition pour laquelle il y a l'apparence claire, ça veut dire que c'est une cognition non conceptuelle. Ouais, ça veut dire que cette cognition n'a pas de généralité de sens. Ouais. Ouais. Et alors, il dira quoi pour une cognition conceptuelle si c'est pas une apparence claire? Et ben, pour la cognition conceptuelle, c'est nécessairement une cognition qui a un objet, qui a pour objet la généralité du sens, ouais, ou le sens du son. Il dit littéralement, chez grand, euh, quand la date zindeni de la topaï, quand la date zindeni de la topaï. Il dit pour n'importe quelle cognition pour laquelle qui appréhende une généralité de sens, ouais, où le sens et le son, d'une certaine manière, c'est nécessairement une conscience conceptuelle. Ouais, deni de la topaï. Ouais, c'est nécessairement une cognition conceptuelle au regard de cet objet. Ok, donc ça veut dire une cognition conceptuelle, c'est nécessairement une conscience qui a pour objet apparent une généralité de sens. Alors Ok, qu'une conscience qui a la claire apparence de son objet, ça veut dire qu'il n'y a pas la généralité de sens. C'est ça qui veut dire la claire apparence. Ouais. En fait, d'accord. il passe pas directement, il passe, quand c'est clair, on ne passe pas par cette généralité, enfin, c'est direct, comment dire, ça paraît vraiment, alors que l'autre, il y a un biais, en fait. Il y a Oui, Une abstraction. Faites l'abstraction, ouais, non? c'est- exactement. Ça apparaît vraiment, mais ça peut être faux malgré tout. Ouais, par oui, exemple. oui, 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 mais je veux dire, Mhm. c'est en direct, il n'y a pas un média entre les Mm. deux. Exactement, c'est ça que veut dire l'apparence claire. Ouais. Mhm. D'accord. C'est ce qu'il dit, ouais. Chez, dans, non, ouais, c'est, ouais, dans.
سوا نوع Adam. Ouais. Denis, elle a trouvé deux. Il dit, ça veut dire que pour une condition qui a la claire apparence, si nous acceptons que c'est non conceptuel. Tourner. Ouais, un tibétain. Ok, très bien. Est-ce que ça joue? Ouais. Oui. Mm. Magnifique. Magnifique. Ok. Donc la condition subséquente, elle est nécessairement pas conceptuelle. Vous êtes d'accord? Ouais. Ouais, vous êtes d'accord. Quand elle est subséquente, elle est nécessairement pas. J'ai dit quoi? Subséquente, pardon, une condition Oui, oui, c'est parce qu'elle peut être subséquente, elle peut être conceptuelle si c'est le deuxième moment d'une. Bah oui, c'est ce que. Je sais pas pourquoi j'ai fait un lapsus. Une condition inattentive, parce qu'on parle des inattentives. Je Oui, dis non, elle peut pas être conceptuelle. ouais, une condition inattentive, il ne peut pas être Ne peut pas conceptuelle. être. Euh, Ok, mais elle peut être une même substance avec une conscience conceptuelle. Même substance qu'une conceptuelle. C'est l'arbre dans une forêt. Oui, ça veut dire que Je vois la forêt, mais je vois pas l'arbre. C'est ça l'idée. oui, oui, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. On pourrait dire que quand on dit une même substance, ça veut dire quoi? Si vous avez fait des débats, vous le savez par cœur. Alors qu'une perception directe la voit, enfin, voit les deux choses en même temps. Elle peut pas être séparée. C'est comme une même identité, non? Ça veut dire que C'est un impermanent et un non. Ah oui, parce que je sais, je crois savoir de qui tu parles. Même identité, c'est deux impermanents. Même substance, c'est un impermanent et un permanent. Donc, c'est pas c'est ça? tout ça. C'est l'inverse? Bah écoute, tu vois, attends, bientôt, je vais y arriver. Donc, donc identité, c'est Oh, euh, c'était, ouais. impermanent, permanent. Et là, c'est deux impermanents alors. Oui, Donc, les deux effectivement, impermanents que tu perçois en même temps, ça veut dire que moi et le mur, nous sommes une même substance parce que tu nous perçois en même temps. ben, écoute, ça fait bizarre. Quand il y a un qui meurt, l'autre meurt aussi. Quand il y a un qui disparaît, l'autre disparaît. Quand il y a un qui naît, l'autre naît Oui, aussi. C'est ça l'idée. on pourrait dire, mais dans ce cas-là, il faut que les deux soient une même substance simultanée. Simultané, oui, c'est Ben, ça. s'ils sont une même substance, pas nécessairement. Ouais. Par exemple, la tasse et la généralité impermanente, par exemple. La Mm. tasse et la généralité impermanente. Si la tasse se casse, la généralité impermanente continue. Ouais. Et donc, les deux sont une même substance, mais pas une même substance simultanée. Ouais. Par contre, la tasse et sa couleur. La tasse et sa couleur sont une même substance simultanée. Vous ne pouvez pas avoir la couleur de la tasse qui survit à la tasse. Ouais. Quand la tasse sera cassée, ce sera la couleur des morceaux d'une tasse, mais ce ne sera pas la couleur Exactement. d'une tasse. Ouais. Mm. Ok, très bien. Et donc, si la couleur de la tasse cessait, s'il y avait plus de couleur de la tasse, il n'y aurait pas de tasse non Mm. Mm. plus. Ouais. Bah, cette couleur pourrait changer. On pourrait la repeindre en rouge, par exemple, ou en bleu. Ouais, donc la couleur noire de la tasse cessera et pourtant la tasse continuera. Mais la couleur de la tasse en général doit continuer tant qu'il y a la tasse. Ouais, c'est ça que ça veut dire, une même substance simultanée. Ok, donc une même substance, c'est deux phénomènes qui apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ouais, c'est pas qu'ils apparaissent en même temps, parce que par exemple, ces deux livres, ils vous apparaissent en même temps. Mhm. Et donc, est-ce qu'ils sont une même substance? Non. Non, exactement. Ouais, une même substance, ça veut dire que la conscience directe n'est pas capable de les distinguer, comme la couleur de la page et la page elle-même. Ouais, Mm. ça va. Ok, donc une même substance, les deux sont nécessairement impermanents, parce que pour apparaître à une perception directe, il faut être impermanent. Oui, Mais on pourrait dire qu'ils sont une même entité aussi. Ouais, si c'est une même substance, c'est nécessairement une même entité. mais pas l'inverse. Mais pas l'inverse. Si c'est une même entité, c'est pas nécessairement une même substance. Ouais, parce Ok, que une ok. entité, ça peut renvoyer à des phénomènes permanents où l'un des deux doit de toute façon être permanent. L'un des deux ou les deux. Ouais, par Tu exemple, peux donner un exemple? cette tasse est existant, par exemple. Cette tasse et existant sont une même entité. Oui, Parce que, en effet, quand une tasse apparaît, un existant apparaît, oui. ouais, d'une certaine manière. Mais existant lui-même est permanent. Ok. Ouais. Et donc, ça peut pas être une même substance avec la tasse. Ouais. Ok. Donc, on pourrait dire que euh, pour être une même entité, ça veut dire s'il pouvait apparaître à une même perception directe, il n'apparaîtrait pas séparément. Ouais, on emploie le conditionnel dans ce cas-là. Ouais, pour une même entité. Mais en général, si on dit les deux sont une même substance, ça renvoie à dire ils sont une même entité de toute façon.
Ça veut dire qu'ils apparaissent à une même perception et n'apparaissent pas séparément. Ils sont une même substance. Ouais. OK. Donc, on peut avoir une conscience inattentive, une cognition inattentive, qui est une même substance avec une conscience conceptuelle. Ouais, par exemple, l'autocognition. L'autocognition, par exemple, c'est ce qu'on verra dans la suite du texte, qu'on va pas voir aujourd'hui parce qu'il est déjà presque l'heure, mais dans la suite du texte, on verra qu'en effet, on peut avoir des cognitions inattentives qui sont une même substance avec des consciences conceptuelles. Par exemple, certains vont dire que, certains vont dire qu'on ne peut pas avoir de cognition inférentielle valide. Certains vont dire on ne peut pas avoir la conscience conceptuelle ne peut pas certifier ces objets, etc. Certains vont le dire chez les non-bouddhistes. Ouais. Et donc les bouddhistes vont dire que de toute façon, s'ils ont des consciences et des cognitions inférentielles, ils ne réalisent pas ces cognitions inférentielles. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas le souvenir. Pourquoi? Parce que l'autocognition qui fait l'expérience de leur conscience conceptuelle est inattentive. Si l'autocognition qui fait l'expérience de leur conscience conceptuelle qui réalise un objet n'était pas inattentive, elle réalisait son objet et donc ils auraient le souvenir, ah tiens, j'ai fait une inférence, ah tiens, j'ai fait une déduction logique. Et donc ils ne pourraient pas dénier l'existence des connexions inférentielles valides. Je sais pas si c'est clair. J'ai rien compris. On sait, ouais. Ok. Désolée. Ou on Là, repassera au vendredi prochain alors. là, il faut que je réécoute là parce que C'est que, comme vous le savez, l'autocognition, elle est là dans n'importe quelle conscience. Oui. Ouais. oui, Et donc, elle appréhende n'importe quelle conscience principale, on pourrait dire. Ouais. d'accord, Et ok. donc, les sourds-authenticats disent que l'autocognition, c'est ce qui explique le souvenir. Quand on dit, par exemple, tiens, Ok. j'ai vu une tasse, tiens, j'ai parlé à Valérie et Sabine, etc. Tiens, j'ai fait une déduction logique, etc. C'est que on a le souvenir de ça. Si on a le souvenir Mhm, de ça, ça veut dire qu'en premier lieu, on avait une cognition valide, mhm, ouais, de notre déduction logique, etc. Et donc, qu'est-ce qui faisait l'expérience valide de cette déduction logique? L'autocognition. C'est qu'au moment où on est en train de raisonner, qu'on fait une déduction logique, l'autocognition fait l'expérience de ce raisonnement logique. Et donc, c'est ce qui permet le souvenir ultérieur. d'accord, Qui ok. dit, tiens, j'ai fait un raisonnement logique, etc. Mais comme certains non-bouddhistes disent qu'on ne peut pas faire de raisonnement logique, puisque la logique, elle n'est pas en accord avec la réalité, etc. C'est impossible d'avoir une cognition inférentielle valide, etc. Ceux qui acceptent l'autocognition, etc., qui acceptent qu'on peut aussi faire des raisonnements logiques, ils vont dire, bah, ils en font de toute façon, sauf qu'ils n'en ont pas le souvenir. Mhm, Ils font des raisonnements logiques, sauf qu'ils n'en ont pas le souvenir. Et donc, c'est pourquoi l'autocognition qui faisait l'expérience de leur raisonnement, elle était inattentive en premier lieu. Et donc, c'est pourquoi elle ne peut pas s'en souvenir par la suite. Mais on peut prendre un autre exemple. Par exemple, on peut faire des rêves et ne pas se souvenir de nos rêves. Ouais. Normalement, n'importe quelle personne en bonne santé est censée faire des rêves. Le sommeil paradoxal, c'est ce qui permet au cerveau de refabriquer, de refaire des connexions neurales, etc. Ouais, et donc, normalement, tout le monde doit faire des rêves, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas une déduction logique, hein. Le rêve, c'est non conceptuel. Mais c'est le même principe. Ça veut dire que au moment où la personne fait un rêve, l'autocognition fait l'expérience du rêve, mais cette expérience est inattentive. Ouais, c'est une perception directe inattentive. Et nous, c'est pourquoi, quand on se réveille, on se dit, ah bah tiens, j'ai pas rêvé. Mais en fait, si, on est arrivé, sauf qu'on ne s'en souvient pas. Ouais, parce que mhm, l'autre cognition qui faisait l'expérience du rêve, elle était inattentive. mhm, Ouais, ça mhm. vous parle? Ok. Et donc, c'est le même principe pour ceux qui disent, ah non, on ne peut pas avoir de cognition inférentielle, c'est impossible. Ouais, et donc la cognition inférentielle existe, mais ils ne s'en souviennent pas. Ils ne la réalisent pas. Ouais, mais c'est ce que nous, on dira chez les Sotrantika. On dirait que ceux qui dénient l'existence des cognitions inférentielles, ils en ont des cognitions inférentielles, mais ils ne les réalisent pas. Leur autocognition ne les réalise pas. Elles sont inattentives. Elles sont une même substance avec leur cognition inférentielle, mais elles ne les réalisent pas pour autant. Ouais, ça joue. C'est plus clair ou pas? Donc, une autoconnexion n'est pas forcément valide alors. Exactement, puisque comme on l'a dit, toutes les perceptions directes, sauf les perceptions directes yogiques, peuvent être divisées en trois. Ouais. Soit elles réalisent nouvellement, et donc elles sont valides, soit elles réalisent mais plus nouvellement, elles sont Subséquente, subséquentes, soit elles ne réalisent même pas leurs objets, et donc elles sont non valide, inattentives. Inattentives. inattentive. Et non valide, c'est pas possible. On peut pas dire non valide.
Alors, déjà, les subséquentes sont non valides, puisqu'elles ne réalisent plus nouvellement. Elles réalisent, mais plus nouvellement. Donc, elles sont déjà pas valides. Tu peux répéter donc les trois types, non? Un peu comme ça, je vais le noter. Donc, une perception directe, si on met de côté les conditions yogiques, parce que les perceptions Ah, directes yogiques elles ne sont nécessairement pas inattentives. Ouais, elles doivent nécessairement réaliser leurs objets. Donc, on doit les mettre de côté. Mais sinon, pour toutes les autres, soit elles réalisent nouvellement, donc ce sont les conditions valides, parce qu'elles sont nouvelles et infaillibles. Ouais. mhm. Soit elles sont infaillibles, mais pas nouvelles, donc elles sont subséquentes. Subséquente. Soit elles ne sont même pas infaillibles, elles ne réalisent même pas leurs objets, et donc elles sont inattentives. C'est une autre façon de diviser ça encore. Oui, parce que soit on peut diviser les perceptions directes en quatre, sensorielles, mentales, autocognitives et yogiques, soit on peut dire que la plupart peuvent être divisées en trois. Celles qui réalisent nouvellement, celles qui réalisent mais plus nouvellement, et celles qui ne réalisent même pas. Ok. Ouais, ça joue. Il y en a des divisions, ils se prennent bien la tête. Exactement, parce que ça correspond un peu à ce qui se passe dans notre vie, en fait, hein. Ouais, quand on réalise nouvellement, etc., quand on a une nouvelle compréhension, Mhm. ah, waouh, c'est génial, etc. Ou alors, quand on médite cette compréhension, etc., c'est plus ah, waouh, c'est waouh, c'est plus ah, waouh. Ouais, donc, il n'y a plus cette fraîcheur. Et donc, quand on médite sur quelque chose, etc., sur une compréhension qu'on a nouvellement obtenue, les prochaines fois qu'on va méditer sur cette compréhension, ce n'est plus nouveau. Ouais, donc, c'est subséquent. Mais ça reste valide, pardon, ça reste c'est plus valide pour les autres. En tout cas, ça reste infaillible. Ouais, quand on médite Mhm. sur l'impermanence, etc., qu'on a comprise, etc. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus nouveau, mais ça reste infaillible. Ouais. Donc, ce sont les conditions subséquentes. Les seconds moments, on pourrait dire les seconds moments à chaque fois, second, troisième, quatrième moment, deviennent les conditions subséquentes, etc., mais restent infaillibles ou restent en train de réaliser leurs objets. Ouais. Parce que même quand on médite sur l'impermanence ou sur le non-soi, de toute façon, on doit réanalyser. Donc, c'est à chaque fois un peu nouveau le premier moment. Ça reste nouveau d'une certaine manière. Mais les moments subséquents sont les conditions subséquentes. Et parfois, on peut chercher à méditer, etc. Mais on est en train de penser à autre chose et on ne s'en rend pas compte. Mhm. Parce qu'on n'a pas la vigilance. Ouais, même si on ne s'en rend pas compte, c'est inattentif. On est en train de penser à autre chose, mais on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est une condition inattentive. C'est conceptuel et c'est inattentif. Donc la cognition subséquente est quand même très importante en fait, parce que plus tu, puisque elle est infaillible, mais comme tu vas être de plus en plus profond, tu vas prendre de plus en plus d'informations sur ce que tu es en train de soit de percevoir quand c'est visuel, ou soit quand tu réfléchis à quelque chose. Alors, c'est Oui, très important alors. elle est très importante. Ouais, c'est pour ça on dit oui, elle n'est pas valide, c'est pas une condition valide, et donc elle n'est pas importante. Mais en fait, au contraire, elle est très importante parce que quand on parle des différentes voies vers l'éveil, par exemple, qu'est-ce qui donne une voie de vision, une perception directe yogique? Quelle est la cause de ça? Une condition subséquente, parce que c'est une condition conceptuelle. La personne était en train de méditer, par exemple, sur le non-soi, et donc elle médite conceptuellement, donc elle dit, voilà, je suis dénué d'un soi aussi insubstantiel parce que ceci et cela, etc. Ensuite, la personne médite sur sa réalisation, sur sa compréhension, et donc tous les moments ultérieurs sont des conditions subséquentes. Et une fois que le concept disparaît, cette condition subséquente va engendrer une perception directe yogique, une voie de vision. Donc, la condition subséquente est très importante. Mais elle peut être un piège aussi. Un piège dans quel sens? Non, Bah, en fait, parce que subséquente, parce que pour moi, le subséquente, ça renvoie aussi des choses que j'ai déjà vues. Ça se mélange avec des concepts que j'ai déjà dans ma tête. Alors que des fois, quand j'en suis, enfin, par rapport aux autres personnes, je me dis, ah ben celui-là, enfin surtout avec mes élèves, hein, celui-là, il m'énerve, machin. Donc et en fait, si je m'efforce à me dire, non, j'ai balayé tout ce qu'il y avait la veille, et puis essaye de revoir ça à nouveau, et de ne pas me laisser piéger par rapport à que j'ai déjà dans ma tête, du coup, ça va beaucoup mieux. Oui. Alors, là, ce que je veux dire, c'est que des fois, je me fais emprisonner par rapport à ce que j'ai déjà dans la tête, comment je l'interprète. Alors, du coup, j'essaye de revoir les collègues de nouveau comme si je ne les connaissais pas. Et du coup, de toute façon, il y a des choses qui se débloquent parce que je ne suis pas incrustée dans un truc, tu vois. Mais dans ce cas-là, parce que si on est piégé dans un truc ou incrusté ou emprisonné dans un truc, c'est pas une condition subséquente. Ouais, c'est une condition fausse, Ouais. conceptuelle.
C'est parce qu'on plaque une étiquette en disant, ah, cette personne m'énerve, etc. Pourquoi? Parce elle a eu un comportement irritant à un moment donné très spécifique et nous, on va plaquer ça, on va Oui, l'extrapoler et dire, cette personne, c'est une personne irritante. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'était juste un comportement extrêmement spécifique. Si on dit cette personne est irritante ou turbulente parce elle l'a été une fois, etc., dans ce cas-là, c'est pas une condition en accord avec la réalité, c'est pas une condition infaillible comme la condition subséquente, c'est une condition conceptuelle fausse. Et la plupart des oui, bah oui, 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 oui. ah, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est subséquent. Mais en fait, c'est toi, c'est là où on mélange dans la Oui, tête. oui, Il oui, tu faut as vraiment raison. faire. Mais c'est pas subséquent parce qu'une condition subséquente doit D'accord, réaliser son objet. d'accord, ok, Ouais. ok, 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 On pourrait dire que ok, c'est une je condition. vois, je vois. C'est une condition ultérieure ou un souvenir ou une étiquette qu'on plaque sur quelqu'un, etc. Alors qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à cette personne. Donc, c'est une conscience conceptuelle fausse. C'est ce qui engendre des afflictions d'ailleurs, hein. Quand après on est en colère Hum, avec quelqu'un, etc., c'est parce que bah, on plaque sur son identité bah, telle hum, personne qui m'a fait du mal et donc elle me fera du mal nécessairement, ou elle a fait du mal à mes proches, ou elle fera du mal à mes proches. Et donc, on plaque des étiquettes comme ça. voilà, C'est c'est d'où la ça. colère vient. Et la colère, c'est nécessairement une condition fausse. Et elle vient en dépendant Hum. d'une condition fausse aussi. Mais la subséquente, donc, elle ne fait pas référence à ce que j'ai déjà dans la tête. Elle est vraiment nouvelle quand même. C'est ça, en fait. Parce que Non, pour moi, subséquente était quand même en lien avec ce nouvelle, qui est déjà dans ma boîte, toi. nouvelle, pas pour les autres cas, mais elle est subséquente dans le sens où si tu te dis, OK, maintenant je vais voir mes collègues ou les élèves, etc., comme si c'était la première fois, etc., à ce moment-là, tu te débarrasses de ces conceptions fausses. Ouais, ces conditions conceptuelles. Hum, Tu dis, OK, chaque jour est nouveau, je donne une nouvelle chance à chaque fois à quelqu'un. Et sans se laisser piéger par ça non plus, parce qu'après, si on dit oui, la personne, elle va changer aujourd'hui, et ça se trouve, elle a un trait de caractère, et dire qu'elle a un trait hum, de caractère, c'est pas être dans une condition fausse. C'est juste qu'on est tous comme ça, on est tous des êtres ordinaires et on a des traits de caractère. Donc, si on dit cette personne peut être un peu revêche dans certains cas, et donc je vais faire attention à ce que je dis, là, dans ce cas-là, c'est plutôt une condition qui est en accord avec la réalité, non? Ouais. hum. Et donc, sans nécessairement dire cette personne est revêche de son propre côté, de manière inhérente, de manière sans que j'y sois pour quelque chose, etc., en indépendance totale vis-à-vis des conditions, des causes et conditions. Là, ce serait une erreur totale, ouais. Mais Hum, en effet, hum, si on se dit, OK, je vais essayer de voir nouvellement les personnes, etc., parce qu'en effet, aujourd'hui est différent d'hier, etc., quel que soit ce qui s'est passé hier, euh, à chaque fois qu'on va revoir ces personnes-là, le premier moment va être une condition valide et les moments vont être ultérieurs, vont être subséquents. hum. Sauf si on se dit, ah là là, cette personne qui est horrible, etc. Dans ce cas-là, là, c'est une condition fausse. Ouais, 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 ouais. Ok. Mais c'est difficile de faire la différence, en fait, je trouve. Oui, Donc, bah, quand je m'observe, je me dis, est-ce que... Ouais, je trouve, ouais, dans la vie réelle, c'est difficile à voir la différence entre le subséquent et ce que je plaque dessus, quoi. oui, c'est que le subséquent, c'est comme, on pourrait dire, on a plein de conditions subséquentes qui sont en effet qui réalisent leur objet, c'est les souvenirs. Mhm. Ouais, on peut voir quelqu'un. Bah, réaliser son objet, excuse-moi, un souvenir, tu te trompes souvent, hein, la Madeleine Oui, de c'est Proust. ça, exact, C'est faux. exact, exact. La plupart du Ouais, temps, c'est nos ça. souvenirs, ils sont Mhm. erronés dans le sens Mhm. que c'est toujours des bons, enfin, on exagère dans un sens ou dans l'autre. C'est rarement la réalité, les souvenirs. Pour Oui. moi, enfin, Mhm. j'imagine. Ouais, 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 tout à Là, fait, tout à fait. il y a, Ouais, ouais, ouais. il y a des vidéos sur le cerveau du docteur, Moquebert. non, c'en a un autre, c'est Engelman. Il y a Mukeber aussi qui est vraiment super. Il y a aussi docteur Engelman qui est américain, je crois. Il y a 5 vidéos sur le cerveau. Et il dit en effet qu'on a certains souvenirs qui se transforment au cours de l'existence. Ouais. Mais si on parle d'un souvenir juste, alors il est erroné parce que c'est conceptuel. Ouais. Mais le souvenir juste, par exemple, si je me souviens d'avoir vu quelqu'un hier, Hmm. ça va, c'est juste. Ouais. Oui, Par oui. contre, si je vois cette personne et que je plaque sur cette personne la façon dont elle était hier, parce que j'ai le souvenir de son comportement malsain d'hier, c'est là où ça joue plus. Quand c'est C'est là. factuel, c'est juste. Mais quand tu as des sensations, des émotions, enfin, des Des choses, jugements. des Mhm. jugements, c'est faux, quoi, en fait. Exactement Tu rajoutes. ouais, Mhm. Mhm. ce jugement, c'est dire, OK,
j'ai le souvenir de cette personne comme elle s'est comportée hier, et aujourd'hui, elle va se comporter de la même façon. Alors que là, ça se trouve, c'est complètement différent. Ouais, donc là, le jugement, c'est prendre le souvenir qui, lui, normalement, est juste. Hein, la personne, on l'a vue hier, etc. Elle s'est mal comportée hier, ou elle s'est bien comportée hier, n'importe. Hein. Et donc, on a le souvenir et on l'appose à ce qu'est cette personne aujourd'hui. Or, ça ne peut pas jouer puisque la personne aujourd'hui n'est pas la personne d'hier, de toute façon. Ouais. Donc, c'est là où il peut y avoir une discordance. Il peut y avoir une concordance dans le sens où on se dit, OK, cette personne est un être ordinaire, par exemple. Ouais, ou je suis un être ordinaire. On se souvient de soi-même comme on a réagi hier ou aujourd'hui. Et donc, on se dit, OK, je suis un être ordinaire parce que je me souviens de comment j'ai réagi jusqu'à maintenant, etc. Dans ce cas-là, c'est juste. Ouais. Mais il y a beaucoup aussi de conceptualisations qui sont fausses. Ouais, on extrapole beaucoup. Et en effet, comme vous le dites, il y a des souvenirs qui se transforment au cours de la vie et des souvenirs qui deviennent faux, même d'une certaine manière. Il y a même eu Mhm. des sectes à un moment donné qui ont, comment dire, qui ont infiltré un petit peu le domaine de la psychologie et qui ont, au cours de certaines séances, imposé de faux souvenirs à leurs patients. Ouais, pour les éloigner de leur famille en disant, ah oui, votre mère vous a fait ci, votre père vous a fait ça, votre frère a fait ci et ça, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et donc, ça a implanté de faux souvenirs dans la conscience des personnes pour les isoler de leur famille et pour avoir une emprise sur cette. Et donc ça a existé il y a quelques années. Ouais, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, je ne sais rien. Mais ils en ont beaucoup parlé il y a quelques années. Ouais. OK. Donc, c'est pourquoi il faut faire la distinction entre ce qu'on pense être un vrai souvenir et un vrai souvenir. Mhm. Faire la part des choses, d'être prudent par rapport à nos souvenirs. Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ok, très Mhm. bien, bravo, merci beaucoup, c'était magnifique. Et donc, pour les personnes qui le souhaitent, il y a les débats ce soir à 20h. Et sinon, normalement, je crois la semaine prochaine, on devrait reprendre Connaître l'esprit aussi, je pense. Sinon, je vous enverrai un message sur WhatsApp. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir pour le Merci, d'être. Excellente journée. Merci. merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.